Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur la chaîne ivoirienne au sommaire de ce 13h. La présidente de la Fondation Children of Africa, Dominique Ouattara, a reçu hier le trophée de la première dame d'exception du Forum africain des femmes leaders pour l'ensemble de son engagement humanitaire en faveur des enfants, des femmes et pour la construction de l'hôpital Mère-Enfant de Bingerville. Reportage sur place dans un instant. En matière de création d'emplois, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un programme pour l'emploi et la promotion des PME, une initiative de la coopération allemande GIZ qui va durer 48 mois pour un coût total de 12 milliards de francs CFA. Un programme qui vise à favoriser les opportunités d'emploi et à développer les PME partenaires. Le virus Covid-19 continue de se propager sur le globe et à une vitesse grand V. Un cas de contamination au nouveau coronavirus, un ressortissant italien, a été confirmé hier jeudi à Lagos, la capitale économique du Nigeria. C'est le premier cas officiellement identifié en Afrique subsaharienne. À suivre en fin de journal. Dominique Ouattara, première dame d'exception. Ces mots sont des membres du FAFEL, le Forum africain des femmes leaders, qui a distingué hier la première dame de Côte d'Ivoire en raison des actions humanitaires qu'elle mène avec sa fondation Children of Africa. Des actions qui portent essentiellement sur l'accès à l'éducation des enfants et l'autonomisation des femmes. Mahama Traoré dans un récit d'Abiba Dambélé Saoui. Pour l'ensemble de son engagement humanitaire, Dominique Ouattara, présidente de la Fondation Children of Africa, reçoit le trophée de première dame d'exception, une distinction décernée par le Forum africain des femmes leaders et reçue des mains de Mme Catherine Samba Panza, présidente exécutive de l'Observatoire panafricain du leadership féminin, aussi ex-première dame de transition de la République centrafricaine. Un jour, par la magie de la vie, j'ai vu Children of Africa. J'ai vu une initiative incroyable qui consiste à donner les mêmes chances de réussite à tous les enfants, filles et garçons, peu importe leur statut social. J'ai vu également l'hôpital Mère-Enfant à Bingerville. Mes yeux ont vu des enfants naître dans les meilleures conditions. Vous êtes une femme leader à plus d'un titre. Vous méritez incontestablement notre reconnaissance et cela à tous les échelons de la vie. La première dame de Côte d'Ivoire est un modèle, est un exemple de femme leader qui s'investit pour sa communauté, pour sa population. Et au niveau du FAFEL, nous avons estimé qu'il fallait lui rendre hommage et surtout faire savoir ce qu'elle fait pour les femmes, pour les enfants, pour les jeunes et pour les autres femmes leaders qui sont sur le terrain. Au nombre des actions qui motivent cette distinction, le Fonds d'appui aux femmes de Côte d'Ivoire, FAFSI, initié par la première dame en 2012, ce fonds permet à ce jour à plus de 210 000 femmes d'accéder à des microcrédits. Pour la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, cette énième distinction traduit la reconnaissance des efforts menés par la Fondation Children of Africa en faveur des plus démunis. Elle encourage les initiateurs de ce prix à promouvoir le leadership féminin. Par le dynamisme du Forum africain des femmes leaders, vous donnez de l'écho à la voix des femmes et leur offrez l'opportunité d'exprimer tout leur potentiel. En seulement 4 années d'existence, vous avez réussi à faire de ce forum une plateforme de référence pour les femmes leaders du continent et je vous en félicite. J'ai foi qu'avec des initiatives telles que le Forum africain des femmes leaders, le leadership féminin sera davantage reconnu et mieux exploité. Le Forum africain des femmes leaders est à sa 4e édition. Les assises se déroulent à Abidjan du 27 au 29 février sous le thème « Leadership féminin et participation aux instances de prise de décision ». Et pendant ce temps, Amadougon Koulibaly prenait part à la cérémonie d'ouverture des rencontres d'Abidjan sur les villes durables, un événement qui a réuni en terre ivoirienne plus de 300 participants venus d'Afrique et de France avec pour objectif de rendre les villes africaines durables. Il a eu lieu en prélude au sommet Afrique-France qui se tiendra en juin prochain à Bordeaux. Herman Guivet.
Plus de 300 participants, 32 pays représentés, 100 intervenants de haut niveau. Le gouvernement de Côte d'Ivoire presque au complet. Les rencontres d'Abidjan sur les villes durables se sont ouvertes ce jeudi en présence du Premier ministre, ministre du Budget et du portefeuille de l'État, Amadou Gon Coulibaly. Une fierté pour la Côte d'Ivoire d'accueillir sur son sol un tel événement, un événement qui se tient en prélude au sommet Afrique-France qui se tiendra dans la ville de Bordeaux du 4 au 6 juin prochain. Mobilité infernale en mégalopole, bidonville qui pousse comme des champignons et qui offre à ciel ouvert de potentiels candidats à l'immigration clandestine et à la radicalisation. Comment les villes africaines doivent-elles faire face à la démographie galopante dont elles sont l'objet? Pour répondre à cette croissance urbaine inéluctable, il faudra financer et construire plus de villes et d'infrastructures que ce qui a été construit en Chine à ce jour. Il me semble que c'est avant tout en s'entendant sur une vision stratégique commune sur la ville durable africaine que nous arriverons à structurer des éléments de réponse aux défis qui se lèvent devant nous, et c'est ce que nous ferons durant ces 2 journées. C'est également en engageant un dialogue constructif, mobilisant l'ensemble de l'écosystème de la ville, que nous arriverons à identifier les solutions possibles et adaptées à nos contextes et à nos territoires. Et votre mobilisation de ce jour démontre l'intérêt de tous et de toutes les parties prenantes à le faire. Une vision partagée par les presque 3000 collectivités territoriales de l'espace UEMOA, Union économique et monétaire ouest-africaine, représentée par une forte délégation. Il faut donc avancer, rassembler pour atteindre les objectifs fixés. Et ce pré-sommet entend poser les jalons de cette vision commune. Une vision commune qui sera elle-même consignée dans une déclaration dite déclaration d'Abidjan, dont les prescriptions seront au cœur du sommet Afrique-France. La déclaration d'Abidjan, à mes yeux, cette déclaration elle doit nous permettre d'amener toutes nos énergies vers un sommet Afrique-France qui doit être un sommet concrétisant des partenariats et des succès futurs. Le président Emmanuel Macron a tenu à ce que 1000 entrepreneurs soient invités. Ces entrepreneurs, ils doivent être le cœur de l'innovation des PME et des entreprises de taille intermédiaire. Ne les oublions pas, constituons ces partenariats qui sont, à mes yeux, essentiels. Le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly se réjouit de la tenue d'un tel sommet à Abidjan. Monsieur le ministre vient de Normandie, qui avait été l'un des principaux acteurs du C2D, le contrat de désendettement et de développement de notre pays. Je voudrais saisir donc cette occasion pour émettre le souhait, au nom du gouvernement ivoirien, que dans le cadre du 3e CDD, la problématique de la ville durable puisse être incluse comme étant une priorité. Conscient du fait qu'il faut se concentrer davantage sur les possibilités qu'offre l'urbanisation en termes de prospérité et de bien-être accru au niveau national et local, ils sont nombreux, les décideurs qui, à l'échelle mondiale, régionale et nationale, admettent désormais que l'urbanisation est non seulement inévitable, mais constitue aussi une force considérable de transformation. C'est l'option que son Excellence M. Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire, a choisie en créant le ministère de la Ville en juillet 2018. Le sommet Afrique-France à venir sera une occasion inédite où des centaines d'entreprises africaines et françaises présenteront les réponses possibles aux défis urbains. Fourniture de services de base, mobilité, agriculture citadine, vie pratique, art urbain, vie connectée, ainsi que les pistes de financement. En attendant, je fonde l'espoir que des travaux d'Abidjan sortiront donc des réponses innovantes et durables pour la transformation des villes en général et de notre continent en particulier. 2 jours, 10 sessions d'échange, 7 thématiques, un rassemblement exceptionnel des acteurs des villes et territoires durables à Abidjan. Et juste après la cérémonie d'ouverture de ces rencontres d'Abidjan, de retour à ses bureaux, le Premier ministre a accordé une audience au ministre français chargé de la ville et du logement. Occasion pour son hôte, Julien de Normandie, de saluer l'engagement de la Côte d'Ivoire à définir les villes du futur.
Quels sont les enjeux de ces rencontres d'Abidjan sur les villes durables? Julien de Normandie a apporté une réponse à cette question lors d'une conférence de presse. Le ministre français avait à ses côtés le ministre ivoirien de la ville, François Michéa, et Bruno Nabagné-Koné, le ministre de la Construction et du Logement, et de l'Urbanisme. C'est Herman Guivet qui y était encore pour RTI. Une conférence de presse animée par Julien de Normandie, ministre auprès de la ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales chargées de la ville et du logement, avec pour objectif principal communiquer sur les enjeux du prochain sommet Afrique-France portant sur les villes durables. Un sujet semble-t-il essentiel pour l'amélioration des conditions de vie des populations vivant en zone urbaine. Comment arrivons-nous tous ensemble à appréhender cette question de la ville durable, qui est un enjeu à la fois de démographie, un enjeu écologique et puis un enjeu social très fort. Ce pré-sommet d'Abidjan, il va permettre de constituer la force que va représenter ce sommet Afrique-France de Bordeaux. Et cette force du sommet, ce sera d'être un sommet du concret, d'être un sommet des projets, d'être un sommet non pas de la déclaration, mais un sommet de l'action. Occasion pour François-Albert Amicha, ministre ivoirien de la ville, de donner des précisions sur ce en quoi consistera la participation de la Côte d'Ivoire à ce sommet Afrique-France. Nous allons à Bordeaux pour apporter ce que nous savons faire. La Chambre des urbanistes, la Chambre des architectes et tout. C'est tout ce monde qui va se rendre à Bordeaux avec des solutions innovantes. Et le patronat ivoirien, la Chambre de l'industrie de Côte d'Ivoire viendront également avec des propositions de solutions. Au terme de ces 2 jours de travaux, nous allons sortir la déclaration d'Abidjan, qui sera remise au président Alassane Ouattara, qui lui, en tant que président de la Côte d'Ivoire, mais également président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA, soumettra ça à ses pairs lors du prochain sommet de l'UEMOA, afin que l'Afrique francophone, l'Afrique de l'UEMOA, puisse parler d'une seule voix à Bordeaux. L'urbanisme et le logement tiendront également leur place au cours de ce sommet. Une question qui est fondamentale, c'est la planification de la ville. Comment on y travaille, comment on la pense à long terme. Avec ce sommet, nous arrivons avec une déclaration, nous arrivons avec des choses concrètes. Nous nous serions auparavant concertés, donc nous arrivons avec sans doute ce qui peut être une position africaine, entre guillemets, par rapport aux questions qui vont être débattues à Bordeaux. Des questions de sécurité sanitaire ont été aussi abordées, questions concernant l'épidémie de coronavirus qui sévit en ce moment. Le ministre Julien de Normandie rassure, la France prendra toutes les mesures de sécurité qui s'imposent le moment venu. Parlant de villes durables, de villes propres, comment se portent nos lagunes en termes de pollution? Le préfet d'Abidjan a tenu à en faire l'état des lieux cette semaine. Selon Vincent Taubirier, la pollution de la lagune est effective et 2 phénomènes en sont à l'origine. La destruction des berges, les dragages anarchiques. Petit tour en bateau avec notre reporter Patricia Oumoïtia. En plus des eaux usées composées de micropolluants organiques et minéraux d'origine industrielle et agricole, l'un des principaux facteurs de pollution de la lagune est lié à la mauvaise gestion des déchets solides et liquides. De Koumansi, Campement, Cocody, Trècheville et Port-Boué, le constat est le même. Des bouteilles et des sachets en plastique flottent sur une eau dont l'odeur nauséabonde indispose souvent les Abidjanais. Partout, des couches de déchets recouvrent le bord de la lagune. Pourtant, du poisson continue d'y être pêché. Nous sommes venus avec les administrations concernées pour faire le constat et puis commencer à nous pencher sur cette question au niveau d'Abidjan. Parce que la République a fixé des textes, des procédures très claires qui sont encore en vigueur, qui sont pour certains textes tout récents. Il faut les appliquer. Vous avez vu avec nous tout ce qui se mène et ce n'est pas normal que cela se passe ainsi. Abidjan est quand même une capitale de référence en Afrique de l'Ouest, en Afrique d'une façon générale. Et il est inacceptable d'avoir un tel niveau d'insalubrité sur les berges. Il est inacceptable d'avoir un tel désordre dans les dragages qui se font de façon clandestine, pour beaucoup d'entre eux non autorisés. Il n'est pas normal qu'il y ait des déjections d'autant de détritus dans l'eau. Il n'est pas normal qu'il y ait autant de problèmes de sécurité dans certains de ces espaces où se pratique la contrebande. Donc il était bon de voir ces différents endroits et ensuite de commencer à nous pencher sur la question.
Abidjan, capitale économique de la Côte d'Ivoire, a longtemps été surnommée la perle des lagunes. En effet, la ville est bâtie autour d'un plan d'eau unique et précieux qui lui donne tout son cachet, son charme. Or, la lagune ébriée, qui porte le nom des tout premiers riverains, s'est peu à peu troublée, polluée depuis de longues années par les hommes et leurs usines. Ce qui fait dire à regret à certains que la perle des lagunes est devenue la poubelle des lagunes. Le gouvernement a alors décidé d'en prendre soin, engagé à la sauver et la mettre en valeur. Outre le combat pour une ville durable, une ville propre, une autre lutte a lieu et avec les armes qu'il faut, celle contre la malnutrition. Le mouvement Sun, Scaling Up Nutrition, vient de tenir ici à Abidjan un atelier sur le thème Nutrition et capital humain, synergie d'action de la société civile pour plus d'impact en Afrique de l'Ouest et du Centre. Les participants à cet atelier ont été outillés pour une grande redevabilité mutuelle dans leur engagement contre la faim. Ils ont fait des recommandations au micro RTI 1 de Walter Amadou Ouattara. Après 3 jours de réflexion à Abidjan, dans le cadre d'un atelier régional de la plateforme Sun, la société civile de 19 pays d'Afrique s'engage contre la faim. Pour bien mener le combat, elle recommande le renforcement du pilier communautaire, la reconnaissance et le financement de la couverture santé universelle. Nous, acteurs de la société civile, appelons les gouvernements de nos États et les institutions financières, Banque mondiale et Banque africaine de développement, à s'investir davantage dans la lutte contre la malnutrition sous toutes ses formes. À cet effet, nous leur recommandons de reconnaître la nutrition comme une priorité de développement, de mobiliser des ressources financières pour la lutte contre la malnutrition et veiller à ce que ces fonds ciblent les personnes les plus vulnérables. Cette rencontre d'échanges et de propositions de solutions contre la malnutrition a également permis à la société civile africaine, membre du mouvement Sun, de faire le point des avancées de leurs actions. Pour Madagascar, le taux de malnutrition chronique s'est amélioré. Avant, c'était 47,3%. Maintenant, en 2018, c'est devenu quand même 42%. Ce qu'on a fait, l'État, la société civile, tous les secteurs. On a donc un plan national de nutrition à Madagascar et c'est dans la mise en œuvre qu'on est arrivé donc à cette amélioration-là. Il faut maintenant aller ensemble et travailler ensemble pour que nous puissions donc atteindre les objectifs qui nous sont fixés. Les alliances de la société civile Sun disposent désormais d'outils pour le développement des actions communes afin d'atteindre un plus grand impact et une redevabilité mutuelle dans leur engagement contre la faim. Dans le cadre de la mise en place de la Bourse des matières premières agricoles en Côte d'Ivoire, l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage et la Bourse régionale des valeurs mobilières viennent de signer un mémorandum qui va faciliter la coopération entre les deux institutions. La Bourse des matières premières agricoles devrait entre autres garantir la sécurité alimentaire. On en sait plus avec Francis Boifou. La Bourse des matières premières agricoles, BMPA, est une initiative du président Alassane Ouattara. Cette bourse sera opérationnelle dans 4 mois et devra réduire les pertes post-récolte, estimées en moyenne à 40% en Côte d'Ivoire. La Bourse des matières premières agricoles est différente de la Bourse régionale des valeurs mobilières, BRVM. Les matières premières agricoles ne sont pas des valeurs mobilières. C'est des matières premières agricoles qui sont transigées. Transigées pour permettre à des acheteurs et à des vendeurs de fixer un prix de leur production et de pouvoir vendre leurs produits à ce prix fixé par le marché. Ce mémorandum signé mardi entre l'autorité de régulation du système de récépissé d'entreposage ARE et la BRVM va favoriser la mise en place du cadre institutionnel du projet axé sur la construction des entrepôts et leurs impacts sur la chaîne des valeurs. Garantir des ressources décentes et protéger donc les revenus des producteurs, financer la chaîne de valeur pour l'approvisionnement continu des usines, des unités de transformation, donc développement de l'agro-industrie, et naturellement lutter, assurer donc la sécurité alimentaire
en profitant donc d'un système d'entreposage établi. Il est prévu la mise aux normes de 266 entrepôts recensés sur toute l'étendue du territoire national pour un montant de 37 milliards de francs CFA. Et en matière de création d'emplois, la Côte d'Ivoire bénéficie d'un programme pour l'emploi et la promotion des PME, une initiative de la coopération allemande GIZ qui va durer 48 mois pour un coût total de 12 milliards de francs CFA. C'est un programme qui vise à favoriser les opportunités d'emploi, à développer les PME partenaires et à contribuer à des emplois de qualité. Il a été lancé officiellement cette semaine en présence de nos reporters Nadia Eja et Jean-Jacques Kouaméala. Programme pour l'emploi et la promotion des petites et moyennes entreprises PME. Un programme de 48 mois qui vise la création de 4 500 emplois directs, l'amélioration des conditions de 4 800 emplois, l'appui à 800 entreprises existantes et la formation professionnelle de 1 500 personnes. Initiatrice du programme, l'Allemagne, qui veut ainsi contribuer à la réduction de la pauvreté à travers la création d'emplois décents et de qualité. On a trouvé des talents ici. On sait aussi que le capital à mobiliser dans le secteur privé, dans le privé, est beaucoup plus important. Donc on essaie de faire ça et on fait aussi pour coopérer avec les autorités ivoiriennes pour renforcer la confiance des Ivoiriens dans leurs instances. Un appui nécessaire pour renforcer la compétitivité des PME en Côte d'Ivoire, en particulier celle du secteur agricole. La Côte d'Ivoire s'est développée avec de grandes entreprises de transformation, mais la grande transformation qui permettra de créer le maximum d'emplois, c'est celle de permettre de la création de petites unités de transformation. Ça permettra donc non seulement de donner de la valeur ajoutée, mais d'augmenter la chaîne des valeurs au niveau agricole en Côte d'Ivoire. D'un montant de plus de 12 milliards de francs CFA pour la Côte d'Ivoire, ce programme fait partie de l'initiative Investir pour l'emploi, une initiative lancée par le ministère fédéral de la coopération allemande et développement pour l'amélioration de la formation et de l'emploi dans 8 pays africains. 300 000, c'est le chiffre du jour. C'est le nombre d'Ivoiriens exilés du fait de la crise post-électorale de 2011. S'ils étaient aussi nombreux il y a 9 ans, l'on compte à ce jour seulement 22 000 réfugiés ivoiriens dans des pays d'accueil. Et l'on continue d'enregistrer de nouvelles entrées. Et cette semaine, 106 Ivoiriens anciennement réfugiés au Ghana sont rentrés en Côte d'Ivoire. Et les initiatives se multiplient pour favoriser de plus en plus de retours d'exilés pour atteindre aujourd'hui un taux de 90%. Michel Digré revient sur ces retours volontaires d'anciens exilés. « 29 janvier 2019, retour d'exil de 70 personnalités politiques proches de l'ex-président Laurent Gbagbo. Nous sommes heureux qu'il soit de retour parce que c'est le couronnement des efforts que nous avons fournis depuis 2011. Le 26 septembre 2019, 187 Ivoiriens exilés au Ghana sont de retour sur leur terre natale, parmi eux des cadres de l'opposition. Nous arrivons, le gouvernement est là pour nous accueillir, nous venons pour la réconciliation. Au cours de l'année 2019, ce sont 42 convois qui ont été organisés par le HCR et la DARA, la Direction d'aide et d'assistance aux réfugiés et apatrides, pour le rapatriement de plus de 3000 exilés. Le résultat, en fait, il a été d'abord obtenu par mettre en place un cadre juridique qui permet ce rapatriement. Donc, je veux dire que les accords tripartites ont été signés avec tous les pays d'asile, donc entre le gouvernement de Côte d'Ivoire, le HCR et le gouvernement des pays d'asile. Donc ce cadre juridique a permis de garantir le rapatriement de ces personnes. Comme vous le savez, le contexte national se prêtait déjà au retour de nos compatriotes, notamment des personnalités dont vous parlez. Parce qu'il faut noter que le chef de l'État, son Excellence M. Alassane Ouattara, a à maintes reprises tendu la main à nos compatriotes qui étaient encore en exil. Il leur a maintes fois demandé de reprendre, de regagner le chemin du retour. Et je pense que c'est déjà un point fort et un élément assez important qui a pu jouer justement dans leur décision de retour. À cela, il faut ajouter la signature par le chef de l'État qui, pour joindre l'acte à la parole, a, en août 2018, pris une ordonnance justement portant amnistie. Et donc, je crois que c'est aussi un second élément
qui a pu jouer en faveur justement de ces retours que vous constatez là. À la suite de la crise post-électorale de 2011, 300 000 Ivoiriens sont en exil. Fin 2019, environ 90% des exilés ont regagné le pays. Quelle a été pour ces dernières années la recette pour atteindre ce résultat? Nous avons mené cette année près de 6 missions d'information et de sensibilisation auprès justement de nos compatriotes. Nous sommes allés jusque dans les camps de réfugiés. Nous avons expliqué à nos compatriotes toutes les mesures qui ont été mises en place par l'État de Côte d'Ivoire pour faciliter leur retour. Et nous leur avons donné la situation sécuritaire en Côte d'Ivoire. Ils ont eu des informations sur la question de l'emploi avec le volet emploi jeune. Ils ont eu également des informations sur le volet justement qui est géré par le ministère de la Défense, notamment la restitution des biens qui sont illégalement occupés. Et je pense que toutes ces garanties-là qui leur ont été données par rapport à toutes les préoccupations qui les concernaient sont autant d'éléments qui ont favorisé et qui ont pu justement booster les retours que nous avons constatés cette année. Mettre en place des mesures de nature à faciliter la réinsertion socio-économique des exilés, la recette s'est avérée donc efficace. Parmi ces exilés, des fonctionnaires de l'État de Côte d'Ivoire, ils ont bénéficié d'une assistance. Une fois qu'ils arrivent, essentiellement, ce que la DARA fait, c'est de les orienter vers les ministères techniques qui sont habilités à les recevoir. Et il faut reconnaître que pour les fonctionnaires, le ministère de la fonction publique a beaucoup œuvré dans ce sens-là, nous a beaucoup aidé, entre guillemets, je dirais, parce que des efforts ont été faits pour que beaucoup de fonctionnaires puissent reprendre leur travail. Et la DARA fait essentiellement, continue de faire des plaidoyers. Nous recevons encore des dossiers, nous faisons des plaidoyers auprès des différents ministères techniques pour qu'ils puissent réintégrer nos compatriotes de retour d'exil. Les élèves de retour d'exil ne sont pas oubliés. En 2019, 51 écoliers ont été réinsérés dans le système éducatif ivoirien. Comme c'est des populations vulnérables et que les parents n'ont pas de moyens, nous les appuyons au niveau scolaire. Donc même on les assiste même jusqu'aux maîtres de maison pour lesquels on donne des subventions pour qu'ils puissent obtenir des maîtres de maison pour essentiellement ceux qui sont dans les classes d'examen. La politique de la DARA n'est pas de faire des rapatriés des éternels assistés. Après 3 mois, ils devraient être capables de se prendre en charge. Quand ils viennent, ils veulent déjà être pris en charge totalement. Or, on sait qu'ils reviennent chez eux. C'est là le problème. Ils n'arrivent pas à cerner clairement cette partie-là. Quand ils reviennent, nous, on a une marge d'assistance. Après, ils sont chez eux. Ils doivent se prendre en charge. C'est vrai, on les accompagne, mais ça doit s'arrêter. Pour cette année 2020, 2 convois ont déjà été organisés. L'un en provenance du Libéria et l'autre du Ghana. Nous pensons que nous avons enterré la hache de guerre. Nous allons nous battre et représenter dignement notre pays dans tout secteur. À ce jour, plus de 272 000 exilés ivoiriens ont regagné le pays. 22 000 sont toujours enregistrés dans des pays d'accueil, notamment au Ghana, en Guinée, au Libéria, au Mali et au Togo. Exilés de la crise post-électorale 2011, le taux de retour s'élève à 90%. Un document signé Michel Digré du service politique de la rédaction. Une élection présidentielle, la Côte d'Ivoire en aura encore cette année, dans quelques mois seulement, mais cette fois, on doit enregistrer 0 victime. Présidentielle 2020, 0 victime, c'est justement le nom d'un mouvement de la société civile. Son représentant dans le Bouquet vient d'être installé. Il a pour mission de promouvoir la cohésion sociale et la paix avant, pendant et après le scrutin. Reportage RTI Bouaké à suivre dans nos prochains journaux. Le reste de l'actualité en bref et en 3 images. Tout d'abord, celle du Nigeria. Un ressortissant italien arrivé dans le pays il y a 3 jours est devenu le premier cas confirmé de contamination au coronavirus. C'est ce qu'a déclaré ce vendredi 28 février le ministère nigérian de la Santé alors que l'épidémie se propage rapidement à travers le monde. Il s'agit du premier cas d'infection signalé en Afrique subsaharienne. L'Italien a été hospitalisé dans l'état de Lagos où la capitale abrite environ 20
20 millions d'habitants. Le ministre guinéen de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Abdoulaye Yero Baldé, a annoncé hier jeudi sa démission dans une lettre adressée au président de la République. Dans sa lettre, Baldé justifie son départ du gouvernement par le fait qu'aujourd'hui, force est de constater que les valeurs pour lesquelles son parti a lutté sont reléguées au second plan. Cette démission d'un ministre guinéen, la troisième depuis l'annonce d'une modification constitutionnelle après celle de Gassama Diaby du ministère de la Citoyenneté et Cheikh Sako de la Justice, intervient à 72 heures de la tenue des élections législatives et du référendum sur la nouvelle constitution prévue dimanche prochain, 1er mars. Voilà qui met un terme à ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Merci de toujours rester en notre compagnie. Et puis à demain, 13h sur la chaîne Kérassi.